Bonjour à tous, salut Florian, ça va? Ça va super. Et toi? Ouais, super. Alors là, je suis pas au même endroit que d'habitude. On enregistre cet épisode à distance. Vous savez, comme j'aime enregistrer sur place, mais je voulais vraiment enregistrer avec Florian et du coup, je fais une concession parce que Florian est en Suède, donc compliqué. On va pas lui faire prendre l'avion pour venir me voir à Paris, même si tu reviens de temps en temps. C'était plus facile de cette façon-là. Je continue avec Florian une série qui m'intéresse particulièrement en ce moment. C'est comment est-ce qu'on fait pour transformer notre système économique, notamment, mais aussi les mentalités. Et parmi les personnes que j'ai interrogées, on parle beaucoup de transformer de l'intérieur, et du coup, on va continuer un petit peu sur cette lancée avec Florian. La question que je me suis posée avant qu'on enregistre cet épisode, c'est une fois qu'on a validé qu'on veut faire bouger les choses, comment est-ce qu'on passe concrètement à l'action? Alors, c'est pas un épisode The Big Shift Action comme Célia avait l'habitude de les faire, mais ça va s'en rapprocher un peu. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on discute avec Florian. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Yes, en 2 mots, et ça ne dure jamais que 2 mots. Je suis Florent Bourguignon, j'ai 32 ans, donc comme Xavier le spécifié, je suis en Suède et plus spécifiquement à Stockholm. J'ai déménagé ici il y a 4 ans parce que ma femme est suédoise, récente femme. Félicitations. Merci beaucoup. Je suis entrepreneur depuis 5 ans dans le marketing digital et je suis aussi le fondateur d'une association qui s'appelle We Hack For Us, qu'on a créée en juillet 2020, qui a pour objet, et c'est pas facile de le faire, d'accompagner les indépendants, les TPE, PME et très prochainement les étudiants dans les écoles et les universités à passer à l'action de manière très concrète sur les sujets de développement durable. Ok, merci. On n'était pas loin des 2 mots que tu avais promis. Voilà. Ça va paraître peut-être basique pour certains, mais pas pour d'autres. Mais alors, c'est quoi du coup la RSE? Est-ce que tu sais Ouais. définir ça? Oui, la RSE, c'est, on en parle tous, mais on sait, personne sait ce que c'est. Les frontières sont un peu floues quand même, ouais. Ouais, mais la RSE, c'est très large, c'est pour ça que c'est très difficile de la définir. La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. En général, on la présente sous la forme des 3 piliers assez boring et qui veulent et dans lesquels on peut à peu près tout mettre, que sont le pilier environnemental, le pilier de gouvernance et le pilier social. Heu Moi, j'aime pas présenter la RSE comme ça, parce que la plupart des gens, au final, tu leur dis ça et ils te répondent: «And so what?» Je sais toujours pas ce que c'est. Je dirais que globalement, la RSE, c'est le développement durable appliqué à l'entreprise. Donc globalement, c'est toutes les, belles choses que vous faites à la maison, mais que vous pouvez aussi mettre en place dans votre boîte, plus des choses que, bien évidemment, vous ne ferez jamais à la maison et qui sont à mettre en place dans votre structure. Et quand je dis des choses, c'est des actions, en faveur de l'intérêt général. Donc en gros, tout ce qui peut concerner le bien commun, vous vous dites: «Ça, c'est trop bien, ça vous met du baume au cœur», c'est de la RSE. À partir du moment où on va essayer de faire mieux, c'est de la RSE. Chez We Hack For Us, on a pour l'habitude de la présenter, de la résumer sous forme de 9 thématiques, heu, autour de sujets qui sont très concrets, issus du quotidien, en fait, des entrepreneurs et des salariés. J'en donne quelques-unes: la finance responsable, le numérique responsable, on utilise tous des ordis, on envoie tous des emails, Mmh. on est en train de faire une visioconférence. Tout ce qui touche à la donation et au mécénat, on a tous, à un moment donné dans notre vie, été dans une association, donc on voit de quoi ça parle. Ou donner de l'argent à une structure, à une cause d'intérêt général. On parle aussi de choses très concrètes comme le marketing et la communication responsable, les achats responsables. Votre société, comme vous-même d'ailleurs, vous avez une carte de crédit comme votre boîte ou la boîte dans laquelle vous travaillez, à faire des dépenses auprès de qui vous les faites. Voilà, en résumé, hein, il n'y a pas les 9, mais je vais pas toutes les citer, mais c'est vraiment des choses qui sont issues du terrain et on essaie de ramener cet acronyme qui, depuis 30 ans, concerne majoritairement les ETI et les grands groupes, à des enjeux et des réalités qui sont liées à la vie professionnelle de tous les jours. Ok, bah, j'aimerais bien qu'on revienne peut-être un peu plus tard dans l'épisode sur la partie concrète. Moi, étant dirigeant d'une petite entreprise, ça m'intéresse d'avoir tes insights, ton feedback sur ce qu'on pourrait mettre en place dans une entreprise de la taille de la nôtre. Tu dis aussi en termes bancaires, en termes d'achat, de fournisseurs, voilà, c'est toujours un peu difficile de faire la part des choses en se disant, voilà, je suis une entreprise de petite taille. Comment est-ce que je fais pour prendre en compte dès maintenant
des aspects environnementaux, des aspects sociaux, parce que ma priorité, ça reste quand même de pouvoir me nourrir avant la fin du mois. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer dès la taille TPE, PME, start-up, ce genre de challenge? Et du coup, c'est un peu ça les réponses que j'espère que tu pourras nous apporter aujourd'hui. Mais du coup, super intéressant comme définition. Avec We Hack for Earth, du coup, vous travaillez essentiellement avec des TPE, PME indépendants, et tu dis des futurs étudiants. Comment est-ce que vous mettez en place, du coup, cet accompagnement? Déjà, il est personnalisé en fonction des types de structures qui nous rejoignent, parce que un indépendant n'aura pas les mêmes problématiques, ni les mêmes enjeux, ni la même ambition qu'une TPE-PME Ouais. qui va avoir des équipes salariées, tout comme l'étudiant qui a probablement toujours pas rejoint son entreprise, ou s'il est en alternance, qui commence à découvrir le monde de l'entreprise. Pour les publics qu'on adresse plus historiquement, les indépendants et les TPE-PME, quand ils rentrent chez nous, on leur propose toute une partie qui va consister à les onboarder et à leur expliquer comment se met en place une démarche RSE. Et en général, là, une nouvelle fois, on essaie de vulgariser au maximum, pas rentrer dans des grosses démarches d'audit, comme ça peut être le cas dans des grosses structures, parce qu'il n'y a ni le temps ni les fonds pour ces structures-là. Donc, on essaie de leur expliquer déjà ce qu'est la RSE et comment est-ce qu'elle se met en place. Et en général, les 3 étapes, c'est cadrer, agir et continuer de s'informer, être dans l'amélioration continue. Et c'est sur la partie cadrage qu'on passe quand même pas mal de temps au départ. Donc cadrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire expliquer les grands enjeux RSE, donc environnementaux, sociaux, gouvernance, leur expliquer ce qu'ils pourraient faire mieux, essayer de comprendre comment eux, ils fonctionnent? Exactement. Déjà, sur la partie cadrage, pour que ce soit pour les indépendants, pour les TPE-PME, il y a déjà une partie sensibilisation. On aime bien amener vers une fresque du climat, Ouais. parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses. Et d'ailleurs, elle s'appelle fresque du climat, mais dedans, il y a des impacts de biodiversité, il y a des impacts sociaux, des impacts sanitaires. Donc, le climat est la porte d'entrée, mais en fait, ça touche à beaucoup de choses. Donc, un aspect sensibilisation sur en fait qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que le rapport du GIEC, c'est quoi les ODD, quels sont tous ces acronymes qu'on entend, et bien de leur rappeler qu'en fait, il n'est pas trop tard pour agir. Donc Et c'est du une mise rôle en qu'ils pourraient contexte, en avoir fait. dans... Exactement. Pour ça, on a un petit guide, hein, ça fait 3 pages, bien, y a pas... qui résume bien la situation. Et ce guide s'appelle Il n'est pas trop tard, et on le met à disposition de tout le monde. Après, si vous voulez aller plus loin, c'est intéressant de faire au moins une fresque du climat. C'est un atelier qui dure 2h30 à 3h, un peu plus de temps, mais ça permet vraiment d'avoir une vue macro, en gros, de ce qui se passe, et de connecter les différents points, connect the dot, hein, en anglais, sur voilà, qu'est-ce qui impacte quoi. Une fois qu'on a fait ça, parce que je pense que le cerveau humain a aussi besoin de prendre du recul et de prendre conscience. Les gens qui viennent nous voir, normalement, ils sont plutôt déjà avancés là-dessus, hein. C'est l'étape où ils passent pas trop de temps, hein. S'ils viennent nous voir, c'est qu'ils sont en mode agir, action. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, sur la partie RSE, il est impératif de faire un point d'étape, de prendre du recul sur ce qu'on fait déjà de bien et de voir les thématiques sur lesquelles on aimerait s'améliorer. Chez nous, on remet aux indépendants et aux TPE-PME, ils ont 2 questionnaires différents, mais l'objectif, c'est le même, c'est de les challenger sur les fameuses 9 thématiques dont je parlais en introduction. Donc, on va leur demander en matière de finance responsable, d'achat responsable, de marketing et com responsable, de numérique responsable, etc., ce qu'ils ont fait et les actions sur lesquelles ils aimeraient se challenger. C'est un questionnaire qui prend une vingtaine de minutes. À l'issue de ça, en fonction des 9 thématiques, tu as une note de 0 à 100 qui permet de te voir là où tu es vraiment mauvais et là où tu es plutôt déjà avancé. En général, les indépendants vont s'arrêter là. Ils vont se dire, OK, je m'arrête ici et je vais foncer sur la partie mise en action. On pourra en parler tout à l'heure. On a une super plateforme avec plein d'actions. Les TPE-PME, elles vont devoir aller un tout petit peu plus loin. Elles vont devoir remplir ce qu'on appelle chez nous une matrice de matérialité. Donc, ça permet en fait d'identifier de manière assez simplement et rapide au cours d'un atelier qui sont mes parties prenantes. Mes parties prenantes, c'est mes fournisseurs, mes clients, toutes les personnes qui évoluent dans mon écosystème, mes salariés, etc. Et quelles sont leurs attentes en fait sur cette partie RSE. Parce que l'erreur que souvent font les TPE-PME, c'est bon, on y va, on fait une action, on en fait 2, et puis le soufflet retombe assez rapidement. L'idée là, c'est de se dire, ne partons pas tête baissée, prenons du recul sur ce que nous on souhaite faire, mais aussi sur ce que les autres attendent de nous. L'idée, in fine, c'est pas de retomber dans les écoles du greenwashing comme le font beaucoup de grands groupes aujourd'hui. C'est d'inclure les collaborateurs en fait dans ces ateliers-là, dans cette phase de co-construction, incluant la sensibilisation. Et c'est d'identifier en gros les actions qui ont
à la fois de l'impact, mais qui ont aussi de l'importance. Parce que c'est vite fait d'aller mettre en place des actions qui ont de l'importance. Donc, allez, demain, on va tous installer un moteur de recherche éco-responsable. Ça va pas créer beaucoup d'impact. Si par contre demain on commence à parler de changer la banque de l'entreprise et de sensibiliser nos collaborateurs sur le fait de changer leur banque, là ça va créer un gros impact parce que votre argent pollue énormément. Ouais, donc il y a toujours aussi cette démarche de sensibilisation aux ordres de grandeur pour essayer de comprendre ce qui fonctionne. Il y a un truc quand même qui me perturbe dans cette démarche de We Act For Us, c'est pourquoi est-ce que vous vous concentrez sur des boîtes ou des indépendants qui ont des tailles qui fondamentalement sont minimes, alors qu'il y a un grand nombre de grandes entreprises qui sont aussi en demande de ce genre de service et sur lequel vous pourriez avoir un impact beaucoup plus rapide avec We Act For Us. Pourquoi est-ce que c'est les indépendants sur qui vous vous focalisez et pas des entreprises de plus grosse taille? C'est une bonne question. Est-ce que tu veux que je te finisse pour les personnes qui voudraient entendre la partie cadrage? Vas-y, ouais, je suis allé un peu vite en besogne. Juste après, mais c'est une super question. Sur la partie cadrage, une fois que vous avez fait ce truc-là, si vous êtes indépendant, vous pouvez aller remplir ce qu'on appelle nous un plan d'action. On vous remet un plan d'action, un exemple de plan d'action, vous le remplissez. C'est à peu près 2 à 3 heures de travail. Donc pour l'indépendant, vous avez une demi-journée, 5 heures, 5-6 heures, une grosse demi-journée de travail. Ça dépend de la tête de vos demi-journées. Et l'idée, c'est que vous ayez un plan d'action RSE à la fin. Voilà, votre plan d'action RSE avec les actions que vous souhaitez réaliser, quand est-ce que vous allez les faire et avec qui vous allez les faire. Seul, avec des gens, la famille, les amis, des collègues de travail, etc. Et pareil pour la TPE-PME, une fois que vous avez rempli votre matrice de matérialité, vous savez quel type de thématiques sur lesquelles vous allez vous engager, là, vous allez choisir vos actions et vous allez les mettre dans un plan d'action. Et ce plan d'action, ce qui est intéressant, c'est qu'il est co-construit avec les salariés. C'est bien évidemment de ne pas le faire juste avec un comité pilote RSE ou des gens qui sont intéressés par le sujet RSE dans la boîte, mais c'est de co-construire la démarche quand on a une petite société avec les salariés. Quand on est une PME avec 50 salariés, on met 4-5 personnes dans le comité pilote, assez représentatif de ce qu'est la boîte. Pas uniquement des top managers, pas uniquement des salariés, pas uniquement des membres du CODIR. On essaie de mélanger tout ça et bien évidemment de mettre des gens qui ont envie. Ça, c'est sur la partie cadrage. Pour répondre à ta question sur pourquoi s'adresser aux indépendants, TPE et PME et pas aux grands groupes et aux ETI, ça fait 30 ans que les RSE existent, enfin, même un peu plus, en France notamment. Ça fait 30 ans que les agences RSE et les consultants RSE accompagnent ces acteurs-là. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent à gagner. Hein. Les paniers moyens sont beaucoup plus élevés, et toi-même, tu sais, dans les ETI et dans les grands comptes. Et malheureusement, ça fait 30 ans qu'on laisse de côté les indépendants et les petites boîtes. Nous, notre mandat social chez We Act For Us, c'est d'aider les exclus de la RSE. Et les exclus, c'est les indépendants et les TPE PME. Tout à l'heure, tu me disais, tu vas pouvoir mettre en place beaucoup plus rapidement ces actions-là avec des ETI et des grands comptes. C'est pas vrai. Parce que c'est des gros paquebots avec plein de services. Alors, je disais pas plus rapidement. Je disais que ça aurait probablement un impact supérieur le jour où c'est effectivement acté et transformé. Mais oui, je comprends qu'effectivement, ça prenne plus de temps. Ça prend du temps. Les grosses sociétés sont pas impactantes sur leur politique RSE aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça prend énormément de temps, c'est extrêmement compliqué. Les responsables RSE sont isolés, bien souvent, déprimés. Ils sont pas en contact avec les salariés, en tout cas pas souvent. Ils ont du mal en tout cas à avoir ce contact-là et à diffuser en fait leur métier et les envies. En fait, on parle tout simplement là de community building, hein, en fait, à créer une dynamique communautaire à l'intérieur de leur propre entreprise. Moi, j'ai du mal à croire en la RSE à l'intérieur des grands groupes avec le laps de temps qui nous reste aujourd'hui et les données que nous donne le GIEC avec des échéances à 2025, 2030, 2050. Je dis pas que ça c'est impossible. Je dis que dans le laps de temps qu'on a actuellement, je pense que les indépendants, les TPE-PME, c'est l'avenir. Je pense aussi que d'un point de vue rapidité de changement, un indépendant, je veux dire, à partir du moment où il a fait son wake-up call et qu'il a envie d'y aller, le lendemain, il est en route. Hein. C'est pas le cas d'une grosse entreprise et c'est pareil pour les TPE-PME. On a des temps de latence qui se comptent en mois et pas en années. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Aussi, je pense qu'il faut prendre du recul sur les chiffres. En France, il y a 3,9 millions d'entreprises. Il y en a 3,8 millions qui sont des indépendants, des TPE et des PME. 49% de la valeur ajoutée française. On pèse dans le game. On pèse très fort. Alors forcément,
ça peut prendre plus de temps de réunir tout le monde, mais aujourd'hui, on a quand même en France un gros tissu d'entreprises qui commencent à changer ou qui ont envie de changer ou qui, de base, se créent pour résoudre un problème écologique ou social. Et nous, c'est ces gens-là qu'on veut aider. C'est aussi la particularité de We Act First. C'est qu'on fait pas mal de sensibilisation, mais les gens qui viennent chez nous, ils ont envie d'agir. Et s'ils sont pas encore à l'étape d'action, ils viennent pas chez nous. Je comprends très bien ce point-là. Moi qui suis dans un écosystème de jeunes startups, de boîtes qui ont ouvert, qui ont fermé, d'indépendants, de freelance qui ont testé et qui se sont rabattus finalement sur du salariat, parfois, tu vois, je vois cette difficulté déjà juste à générer un revenu, à générer la création d'une valeur qui permet de vivre pour toi, pour une équipe. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus dure pour des petites sociétés, pour des petites structures. Comment est-ce que tu fais pour leur demander en plus à elles de faire cet effort ? Est-ce que du coup ces efforts, ce sont des efforts un peu annexes à leur cœur de métier entre guillemets quand tu parles des actions, on va en reparler après, notamment de ce que vous proposez sur la plateforme, ou est-ce que vous proposez en fait de changer des cœurs de métier et à ce moment-là en fait de faire quasiment des redirections professionnelles à l'échelle d'un indépendant, je comprends, à l'échelle d'une TPE, PME, c'est super compliqué quoi. Ça veut dire remettre en cause tout un business model parfois, alors qu'on a déjà du mal à joindre les deux bouts sur un business model qui semble plus facile à obtenir. Tu viens de faire une phrase très très longue sous forme interrogative. Est-ce que tu peux me la reformuler sous forme de question ? Parce que j'aurais plein de trucs à te dire sur ce sujet-là. Est-ce que c'est vraiment facile de proposer à des jeunes entreprises qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts de changer de business model ou de faire des actions qui sont pas leur cœur de métier alors qu'ils ont déjà des soucis au quotidien? Ouais, non, c'est pas facile. C'est mission impossible aussi. C'est très dur. En fait, nous, on n'est pas là pour dire aux gens fais ça ou fais ça. Je pense qu'en fait, ils mettent le curseur RSE là où ils ont envie de le mettre en fonction de leur prix au business. Moi, je suis un défenseur de la triple performance économique. First, que sans argent et dans le modèle qu'on a construit, ta boîte ferme, donc tu n'as plus grand-chose à optimiser en termes de soutenabilité. Donc là-dessus, on est bien d'accord. Environnemental et social. Donc, ça dépend où est-ce que tu en es dans ton stade de développement. Si tu viens de créer ta boîte, moi, j'ai envie de te dire, dès le départ, en fait, ne prends pas la RSE comme la cerise sur le gâteau, mais mets-la dans le gâteau de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire construis dans les différentes couches de ta boîte, qu'elles soient financières, etc., inclus les RSE dans ton ADN. Donc ça veut dire plein de choses. Ça veut dire, on en reparlera après, penser à quel fournisseur je vais travailler, penser avec quel type de client je vais travailler, etc. C'est les deux grosses actions qu'un indépendant peut faire aujourd'hui si on reste sur eux, qu'une TPE-PME aussi peut faire. Si la boîte est déjà lancée et qu'elle a plein d'autres trios, et en général, moi je les vois, ça fait 5 ans que je suis entrepreneur, je change avec des milliers d'entrepreneurs. Les gens, tu leur dis, c'est quoi ta prio 11 fois sur 10, c'est business, quoi. Bah ouais. Donc, moi, je suis un défenseur en fait, on peut faire de la RSE tout en continuant à faire du business. D'ailleurs, je le fais avec ma société, puisque je suis président d'une asso, mais j'ai aussi une société que je fais tourner aussi à côté, je vais dire, pour le temps que j'y consacre pour m'amuser. Mais avant de créer We Act For, j'ai aussi mis en place des actions. Et parmi les premières actions que j'ai décidé de mettre en place, c'était aussi de faire évoluer ma typologie de clientèle. Et là, on parle du coup de changement de modèle économique. C'était quoi ton autre activité, peut-être pour essayer d'avoir un petit peu plus de contexte comment est-ce que tu fais pour avoir le choix dans tes clients et pour travailler avec les clients que tu veux Et du coup, quelle était l'activité qui te permettait de faire ça ? Pour moi, c'est plus simple parce que mon métier de base, c'est d'accompagner les entrepreneurs, les TPE, les PME à trouver des clients sur LinkedIn. Donc, plutôt bien calé sur le fait d'aller trouver des clients. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ça a été facile au départ. Donc, en gros, je fais du marketing digital, social selling. Et un des premiers enjeux pour moi, assez rapidement, c'était de me dire, attends, Florent, tu travailles 8 à 10 heures par jour. Le temps que tu passes, il a de la valeur. Et il peut créer aussi de l'impact positif ou négatif. Donc, j'avais envie d'aller travailler avec des structures engagées. Et donc là, j'ai commencé à découvrir l'écosystème des structures engagées. Et tu vois, ça fait partie des fiches actions qu'on a sur notre plateforme, travailler avec des structures engagées. Et en fait, on explique c'est quoi l'écosystème de l'impact. On explique où trouver des annuaires pour aller éventuellement trouver des partenaires avec lesquels travailler, des fournisseurs, etc. Parce que pas forcément que des clients ou des prospects. Ça répond à ta question ?
ça répond en partie à ma question. Il reste toujours cette partie de comment est-ce que tu fais pour accompagner ces entreprises. Tu me dis c'est mission impossible, effectivement, d'accompagner des jeunes entreprises qui souhaitent changer un peu de business model ou de mettre en place des actions annexes RSE. Comment est-ce qu'on fait pour les convaincre et pour je sais, moi, mon cœur de métier, fondamentalement, c'est pas la transition écologique, c'est la création de podcasts. Il y a plein de sujets qui sont liés à ça, que ce soit des sujets liés au numérique, que ce soit des sujets qui sont liés aux thématiques qui sont abordées dans les différents podcasts de nos clients. En fait, moi, la première motivation, ça reste quand même le nombre de clients qu'on a à la fin de la journée et ce que ça nous permet du coup de payer toute l'équipe. Même s'il y a le podcast The Big Shift à côté qui permet aussi de me faire se faire valoir écologique peut-être, mais ça représente pas 100% de mon activité, quoi. Ok. Je peux te donner de ce que je vois aujourd'hui. Déjà, nous, ce qu'on fait, c'est réduire la peur. Voilà, parce que déjà, il y a le premier truc qui bloque, c'est que les gens ont peur de ce qui se passe. Il y a des co-anxiétés, avouées ou inavouées. Donc, ce qui, pour beaucoup de personnes, vient créer une sorte d'immobilisme, même quand ils ont le temps et ou l'argent pour aller faire des actions. Donc, il y a un gros enjeu là-dessus, sur le fait de sensibiliser et réduire la peur. Ça veut dire créer une dynamique inspirationnelle, notamment chez les indépendants et TPE-PME qui sont assez isolés. C'est cette capacité à aller voir ce que les autres font et de se dire, mais en fait, s'ils le font, je peux le faire aussi. Il y a ces enjeux-là. Sur la plateforme qu'on a créée, il y a la possibilité d'aller voir ce que tout le monde fait. On organise aussi des events en local et ça, je pense que c'est un des vrais enjeux. Si vous écoutez de podcast, ne croyez pas que vous allez pouvoir faire la RSE tout seul. Allez rencontrer les gens, allez essayer de vous mettre dans des assos locales ou à des événements locaux pour aller réaliser des actions parce que sur le long terme, en fait, même si vous mettez un créneau RSE dans l'emploi du temps, il va tout le temps être décalé. Et moi, je suis persuadé, c'est un peu je prends l'analogie de la salle de sport, j'y vais tous les matins 2 heures, j'y vais tout seul. Hein. Je sais pas comment je fais, mais je sais qu'à un moment donné, ça va lâcher. Et si un jour ça doit lâcher, il faut que je me trouve un binôme. Il faut que je trouve quelqu'un avec qui aller à la salle de sport. C'est pareil pour les RSE. Les trucs qui nous sortent de nos zones de confort, qui nous font peur, qui nous font dépasser nos limites, qui nous font sortir de notre fainéantise, c'est le fait d'aller retrouver des gens, d'aller créer du lien humain. C'est ce qu'on essaie de faire chez We Act First. D'ailleurs, avant le act, il y a le we. Donc, faire en sorte que les gens puissent se réunir. Dernier point, dans le fait de réduire la peur, c'est aussi de dédramatiser. C'est pas grave, en fait, si vous faites pas 100 actions chaque année, en fait. Ouais. Et de chaque pas est important. Et ça, c'est la vision aussi chez We Act First. On a pris la thématique, toute la métaphore de la randonnée sur notre site internet parce que one step at a time, un pas à la fois. Et c'est OK, en fait. Et c'est toujours mieux que 0. Pour le reste, il y a quand même un truc où ça va me sortir de la tête, ce qui est dans ta question, c'est en fait, oui, voilà, et il faut que les gens, faut que vous arriviez à comprendre, et c'est ce qu'on essaie aussi de faire chez We Act First, c'est de faire voir aux entrepreneurs qui nous rejoignent ou aux personnes qui nous rejoignent ce qu'elles ont à gagner. Voilà. Et donc, posez-vous cette question. Qu'est-ce qu'on a gagné à mettre en place des actions éco-responsables en faveur de l'intérêt général? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Alors, il y a de la satisfaction personnelle, très bien, alignement si vous êtes désaligné, etc. Mais qu'est-ce que ma boîte a gagné dans tout ça? C'est marrant, ça me fait. Et là, je suis en train de regarder j'ai pas terminé, mais je suis en train de regarder le film Demain de Cyril Dion. J'ai beaucoup de retard sur tout le monde là-dessus, mais je trouve que ça résonne énormément avec ce que tu viens de dire. Où on voit en fait des gens qui ont changé les méthodes de production, qui sont revenus à des méthodes de production agraire manuelles et qui finalement arrivent à augmenter un rendement de production de fruits et légumes au mètre carré parce qu'ils sont revenus avec des innovations peut-être un peu plus simples, moins de surface de production, mais du coup des modifications dans leur façon de faire qui leur permet d'augmenter leur rendement, leur production, leur bien-être finalement aussi avec ça. Ouais, clairement. Et il y a le bien-être, il y a aussi le bien-être de sa boîte, c'est-à-dire aller nourrir l'enjeu business derrière. Aujourd'hui, pour les TPE-PME qui nous écoutent, les jeunes ont envie de bosser avec des boîtes engagées, des boîtes qui incarnent vraiment leurs valeurs, des boîtes qui respectent les salariés, des boîtes qui développent les nouveaux modes de travail comme le télétravail, les nouveaux modes de management. Et là, on parle de la RSE, là, en fait. Là, ça s'appelle la qualité de vie au travail. Et si vos salariés partent aujourd'hui ou se posent la question de partir sans vous le dire,
c'est parce qu'en fait, il y a pas, ça manque de sens. Et le sens, c'est quoi? C'est se mettre au service de quelque chose d'autre que sa propre personne. C'est la définition même du développement durable et du bien commun et de l'intérêt général. Et ça passe du coup par l'engagement. Et pour moi, ce qui fait, parce que les gens me disent la prio c'est business, en fait la prio c'est pas business, la prio c'est garder ses employés et recruter facilement et pas perdre 90 000 euros quand chaque fois qu'on fait un recrutement qui a raté. Parce que ce qui fait la valeur d'une boîte, c'est ses employés. That's all. C'est pas ses clients, Je suis bien c'est d'accord. ses employés. Sans employés, il n'y a pas de boîte. Donc si vous voulez faciliter vos recrutements, améliorer votre marque employeur, cultiver votre rétention, diminuer le turnover, faites de la RSE, c'est l'avenir. Si vous faites pas ça, vous verrez où iront vos candidats ou les gens quand ils se barront de chez vous, chez le concurrent qui aura mis en place des politiques RSE. Merci pour cette punchline. Il y a une question du coup annexe qui me vient à l'esprit, c'est comment est-ce que tu fais pour trouver les champions en interne, tu vois, que ce soit le management, que ce soit le middle management, ou que ce soit des salariés lambda entre guillemets, qui sont les gens que tu choisis pour être les acteurs des démarches RSE en interne, pour être un peu les champions qui vont porter les sujets de développement et qui vont être en mesure de lancer des vraies actions et les faire accepter par un management, tu vois, qui est parfois un peu sous pression des chiffres et qui a du mal à les faire et qui a mal à accepter les impulsions des salariés. Qui sont les personnes avec qui vous bossez? Yes, c'est une excellente question aussi. Le sujet de l'engagement de toute l'entreprise, il passe sur cette phase de cadrage dont on a parlé tout à l'heure. À partir du moment, en fait, déjà où il y a une belle phase de sensibilisation, c'est dans cette phase-là qu'on arrive à identifier les potentiels ambassadeurs. Quand on fait une fresque du climat et Jean-Michel qui est au taquet tout du long, en fait, lui sera dans le comité pilote RSE. Donc, il faut réussir déjà à identifier à travers cette phase de sensibilisation qui est intéressé par le sujet et qui serait intéressé pour aller le déployer dans la structure. Avant cette phase de sensibilisation, on a toutes et tous dans nos boîtes respectives un Mister ou Mrs développement durable casse-bonbon qui vient avec sa courde en inox, qui est vegan et qui vient en vélo. Voilà. Mais il y en a plein d'autres. Donc ces gens-là, il faut les mettre dans la boucle. Et après, il y a sur cette étape de co-construction, il faut bien évidemment inviter dans le comité pilote RSE le management et le top management. Et c'est là où en fait on se retrouve face à j'ai pas besoin de répondre à ta question sur comment est-ce qu'on fait en sorte que les top managers acceptent les actions. Bah non, ils n'auront pas besoin de les accepter puisqu'on aura construit ensemble le plan d'action autour de ça. Donc ils sont bien au courant de ce qui se passe, ils sont bien au courant du budget, ils sont bien au courant de qui est-ce qui est mobilisé. Il y a d'une part le comité pilote RSE qui en fait est pas très compliqué à construire, mais en fait c'est surtout l'enjeu, c'est d'aller l'animer. Et tout l'enjeu de la RSE, il est là-dessus. Pour les responsables RSE qui nous écoutent, il y a un vrai enjeu aujourd'hui autour du community building, c'est-à-dire de faire de l'animation de communauté en interne, donc de réussir à dupliquer la dynamique qui est dans le comité pilote RSE auprès de nos employés. Ça peut passer par un questionnaire sur voilà ce qu'on veut faire, voilà les idées qu'on a, quelles sont les idées, quels sont vos hobbies, quelles sont vos passions, quels sont les trucs sur lesquels vous aimeriez discuter. Et vous allez rendre compte que Michel, ça fait 15 ans qu'il fait de la méditation 30 minutes tous les midis. Vous allez vous rendre compte que, j'en sais rien, Ghislaine, je prends que les noms d'anciens, mais désolé, que Xavier, sympa. Voilà, j'ai mis un nom de Jeanne. Que Xavier, il est adepte du droit à la déconnexion. Il a désinstallé tous les trucs de son téléphone, donc il pourra en parler, ou du numérique responsable, etc. Donc à partir de ce moment-là, c'est quand on va construire le plan d'action, on va envoyer un questionnaire, on va demander aux gens s'ils voudraient se positionner sur des thématiques et ou s'ils ont des idées. À partir du moment où ils ont une idée, où ils se portent volontaires sur cette idée-là, et qu'ils ont en plus l'habitude de la mettre en place dans leur vie perso, je pense à tous les éco-gestes qu'on fait à la maison. Tout le monde fait des petits éco-gestes à la maison. Tout le monde. Impossible de faire des éco-gestes. Je connais une personne qui trie pas, c'est ma grand-mère qui a 82 ans. Tout le monde trie aujourd'hui. C'est un éco-geste. Il y a des gens qui sont plus ou moins investis dans le zero waste, dans la lutte contre les déchets, dans le plastique, etc. Enfin bref, il y a plein de choses sur lesquelles on peut mobiliser les collaborateurs. Il faut juste leur demander. Voilà. Et ça, il faut le faire dès le démarrage de la démarche. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui me disent, de toute façon, en fait, ça, c'est pas des sujets qu'on peut traiter en interne et du coup qui prennent plutôt des structures externalisées qui vont venir les aider sur ces sujets, mais fondamentalement qui vont pas forcément former ou qui vont pas forcément impliquer les collaborateurs dans ces démarches. Tout ça, est-ce que c'est des choses qui devraient être faites en interne pour pouvoir former, pour pouvoir sensibiliser les gens, ou est-ce que c'est OK d'externaliser la RSE?
J'ai envie de dire, ça dépend de l'action. Si c'est une boîte de gestion de tri, j'imagine mal Michel aller gérer le tri lui-même le tri. Enfin, je veux dire, c'est pas son métier, donc ça ne sert à rien. Donc, on peut faire appel à un prestataire extérieur. En revanche, si on fait appel à un prestataire extérieur, peut-être qu'à un moment donné, peut-être demander au prestataire qu'il fasse une petite présentation d'une heure en fait sur les déchets. Peut-être organiser un moment, un ciné-débat sur la gestion du plastique. Il y a plein de films documentaires sur le plastique aujourd'hui, sur les déchets. Pour que les gens prennent bien conscience de ça. Le lendemain, quand ils seront devant la poubelle, ils vont prendre la demi-milliseconde pour aller choisir la poubelle de la bonne couleur. Donc, à mon sens, en fait, il y a toujours cette partie-là aussi de prise de conscience. Si la personne ou les personnes n'ont pas pris conscience du truc, qu'on fasse appel à un prestat externe ou interne, en fait, on s'en fout, c'est pas le sujet. Ils le feront pas. Donc, il faut qu'ils partagent ce sujet-là. Donc, ça veut dire aussi potentiellement le co-choisir en amont. Sur les autres sujets, il y a des sujets qui peuvent être internalisés. Et je pense qu'il faut toujours avoir des références sur certains sujets. C'est pas parce qu'on met en place une action, même si on fait appel à un prestat externe, qu'il faut pas une personne qui soit là, entre guillemets, au départ, pour rappeler les règles. Et pour dire pourquoi ça n'a pas été fait. Et pourquoi pas l'inclure aussi dans les réunions avec les équipes. Voilà. Faire des retours sur ce qu'on est en train de faire, les informer. On a beaucoup de réunions équipes. Vous parlez de la RSE dans vos réunions équipes. Parlez-en au moins une fois par mois. Faites le débrief. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Quel a été l'impact? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça marche mieux? Et à un moment donné, indubitablement, ça peut être Michel qui va passer le bâton à quelqu'un d'autre pour qu'il aille vérifier que les actions se mettent bien en place et que les gens se responsabilisent. Est-ce que tu peux me parler un peu des actions que vous proposez du coup sur la plateforme, puisqu'on en est un peu là? Qu'est-ce qui, pour une TPE, PME, pour des indépendants, quelles sont les premières actions à mettre en place? Bon, j'imagine que ça dépend aussi un peu de leur activité, mais il doit y avoir des socles communs, j'imagine, de premières actions à mettre en place qui sont relativement faciles, des quick wins. Qu'est-ce que vous avez? Tu me disais que vous aviez plus d'une centaine d'actions possibles sur la plateforme, mais quelles sont en gros les grandes lignes des actions principales? Yes, il y a plein d'actions. Alors déjà, la question sur quoi mettre en place en premier, no answer, pas de réponse, parce que ça dépend des boîtes. Je te dirais que sur la partie cadrage, c'est questionnaire, plan d'action, c'est le minimum. Voilà, ça c'est le début, c'est des actions que tous nos membres peuvent valoriser sur notre plateforme. Après ça, c'est open bar, mais c'est lié à votre plan d'action. Donc c'est lié à votre activité, à vos priorités, à l'impact que c'est généré, au moyen que vous souhaitez y mettre. Et c'est déjà pas mal. Sur les actions qu'on peut faire, alors on a plein de quick wins. Je peux vous en donner, je vais les mettre sur la plateforme. Hop. Déjà, je peux vous donner les actions qui, chez nous, sont les plus plébiscitées. Et vous allez voir que c'est des trucs, franchement, c'est pas sorcier. Utiliser un moteur de recherche responsable. Okay. En lieu et place de Google, Ecosia, il y en a plein. Hein. Lui, il est allemand, Lilo, qui est français. Transmettre des fichiers volumineux de manière responsable. On utilise tous des WeTransfer. Je sais pas quelle solution de transfert tu utilises aujourd'hui là. Drive et WeTransfer. L'avantage de WeTransfer, c'est quand même que le fichier se supprime au bout de quelques jours, il reste pas stocké. Ah bon? Are you sure of that? On est sûr? Ouais. Enfin, presque. tu me mets le doute, mais j'en suis quasiment certain. Ouais, je t'invite à aller nourrir ton doute alors sur WeTransfer pour le coup. Pour le coup, nous, on préconise d'utiliser une solution, il y en a plein, hein, mais il y a une solution française qui s'appelle Filver, qui ne fait pas de stockage de données, qui va vraiment effacer les données quand elles sont effacées. En général, en plus, il les efface automatiquement si tu ne demandes pas de les effacer. D'autres actions, on a passé un hébergeur web responsable. Tout le monde utilise un site internet aujourd'hui. On a des centaines de visiteurs, voire même des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers par mois. Ça pollue. Donc, ça veut dire être hébergé sur un hébergeur web écologique. Il y en a plein. AutoSwitch, Infomaniac. S'informer grâce aux médias impact. Je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui regardent les mêmes chaînes d'information, #BFM, TF1, etc. Alors, je suis pas persuadé que ça rende les gens heureux, ce genre de chaînes d'infos, parce qu'elles font du sensationnel et surtout du négatif. Ça veut pas pour autant dire que de continuer à vivre dans un monde, d'être dans un monde de bisounours, c'est de regarder que des infos positives, mais de temps en temps, c'est bien d'avoir des médias qui relaient ces infos-là, on en parle. Et aussi avoir un angle d'actualité et journalistique qui est différent des journalistes mainstream. C'est intéressant parce que ça reste des actions qui sont ultra individuelles, en fait, fondamentalement, ça. Enfin, je veux dire, tu les utilises en tant qu'indépendant, mais tu les utilises surtout en tant que citoyen, quoi.
Et oui, c'est pour ça qu'on veut s'adresser aux étudiants. 80% de nos actions sont applicables à tout type de personnes. Quel que soit le métier que vous faites, en fait, c'est même pas question de votre métier. Si vous êtes citoyen, vous pouvez faire ça. Mettre en place la méditation. Organiser ou participer à une fresque du climat. Faire du tri et nettoyer ses boîtes mail. Il y a plein de bonnes pratiques qu'on peut mettre en place toutes les semaines. Ça, c'est avec des outils aussi qui fonctionnent bien. Privilégier le train pour les voyages professionnels. Favoriser la mobilité douce au sein de ma structure. Il n'y a pas que le train, il y a le vélo, il y a plein d'autres choses avec des aides, etc., notamment pour les entreprises. Et définir, écrire sa raison d'être. Ça, c'est les 10 actions qui sont les plus plébiscitées sur notre plateforme. Moi, il y a plein d'autres actions que j'adore. Et si vous voulez vous mobiliser sur juste 3 actions à la sortie de ce podcast, vous dites, voilà, là, je démarre dans le développement durable, je ne sais pas quoi faire. La première action qui en inclut plein d'autres, déjà, c'est d'aller sur votre compte bancaire et vous regardez ce qui est en négatif. Individuel ou pro. Ça marche pour les deux cas. Hein. Et ça vous oblige à poser la question de à qui je donne mon argent? Qui je finance? Parce que votre argent finance des gens ou des structures. Et qui sont ces structures? Quels sont leurs engagements? Quelles sont leurs raisons d'être? Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de structures qui existent bien souvent juste pour gagner de l'argent, beaucoup d'argent, dans un modèle de croissance infinie avec une planète avec des ressources finies. Est-ce que vous avez envie de travailler avec ces gens-là? Est-ce qu'ils respectent leurs collaborateurs? Etc., etc. Donc ça, c'est tout ce qui touche aux achats responsables. Donc, vous pouvez changer de banque. Dans les achats responsables, je dirais que c'est le premier truc que vous pourriez faire, individuellement et personnellement. Ça, c'est avant d'arrêter de prendre l'avion. Hein. Voilà. Allez sur des banques qui ne sont pas cotées. Ça vous protégera des crises financières. Moi, personnellement, je suis à la Nef. J'ai 80% de mes avoirs chez eux, une bonne partie de mes économies, et je suis au Crédit Mutuel à titre pro et perso. Et j'ai une autre banque qui est une banque aussi impact, qui est une néobanque qui s'appelle Only One. Only One Card. Voilà, ça marche très bien. Ils sont toujours affiliés à une banque traditionnelle, mais ils ont un modèle économique qui est complètement différent des banques traditionnelles, donc je trouve ça intéressant. Sur les achats, vous avez tous un assureur individuel, pro. Parce que vous travaillez en pro, la Maïf aujourd'hui, ils ont juste 20-25 ans d'avance sur la stratégie RSE de tous les assureurs. Bien avant AXA, bien avant tous les autres, bien avant la Massif. Qu'est-ce que ça vous coûte de donner de l'argent à la Massif ou à la Maïf ou aux autres? Encore la Massif, ils ont une dynamique sociétaire. Comment est-ce qu'on fait pour le savoir, ça? Il faut faire un peu Est-ce qu'il faut aller éplucher les rapports RSE de tous tes fournisseurs d'assurance habitation, d'assurance voiture, de banque? Comment est-ce que tu te renseignes là-dessus? Déjà, moi j'ai envie de te dire, avant d'aller éplucher les rapports RSE, tu viens chez WeHackForce. Et puis d'un point de vue, évidemment, on a juste fait le travail. On a juste 55 experts qui ont écrit l'équivalent de 8000 heures de contenu l'année dernière pour faire gagner du temps justement parce que voilà, ça prend un temps monstrueux d'aller faire ce travail-là. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que je regarde, avec qui je vais travailler. On a mâché le travail. Après, ceci étant dit, on a beaucoup de gens qui vont quand même mener leurs propres enquêtes. Donc ça veut dire aller sur le site de la structure, aller regarder son rapport RSE, peut-être le lire, aller voir ce qui est dit, ce qui est fait. Et puis, aller directement vers les structures qui sont vraiment engagées, hein, parce que même si une structure met en place de la RSE, ça ne veut pas pour autant dire qu'elle est vraiment impact. Il y a beaucoup de structures, notamment les grosses, qui font du greenwashing aujourd'hui. Et ça, démêler le faux du vrai, c'est compliqué. Je pense que c'est aussi important dans ce cadre-là, et ça, c'est un truc qu'on oublie souvent, ne travaillez pas uniquement avec des gens qui ont un super impact écologique ou social. Posez-vous aussi la question pour votre propre business sur l'impact que ça a pour vous. Demain, vous allez peut-être rester chez Amazon Web Services parce qu'ils ont ils ont un service client, je dis une bêtise, hein. Ils ont un service client super actif. Vous avez un site e-commerce et si demain votre site tombe, vous n'avez pas envie d'aller travailler, et je dis une autre bêtise, avec un hébergeur écologique où ils sont 3 personnes derrière et un SAV qui va mettre 48 heures à répondre. La soutenabilité, elle est aussi sur comment ça impacte mon business. Très important à garder en tête. Donc là, c'était la première action sur les achats. À titre d'exemple, j'ai changé de comptable. Je paye mon comptable 30% plus cher et il me demande des trucs que mon autre comptable faisait pas. C'est relou, c'est pas grave. Il est super engagé. Trop content de travailler avec lui. Je suis refait de donner mon argent à une personne qui est engagée. Ça, c'est pareil, tu vois, tous les TPE indépendants n'ont pas forcément les moyens de payer leur comptable 30% plus cher.
Bon, alors ça dépend parce que pour le coup, en fait, j'ai aussi une qualité de service qui est plus élevée dont j'avais besoin. Ok. Là, je payais une énième plateforme où les gens répondent pas, t'as pas d'humain, j'avais besoin de cet humain-là. Donc à un moment donné, en fait, je paie pas plus cher, je paie juste le niveau de service que j'attends. Niveau de service que j'aurais sûrement payé avec un autre cabinet d'ailleurs. Euh, donc ça, c'était sur la partie achat. Après, l'autre partie, vous avez la partie sur comment vous dépensez votre argent et vous avez la partie sur de qui vous acceptez l'argent. Voilà. Pour une boîte, c'est assez simple. Et pour un salarié, c'est pareil. Voilà, dans la boîte dans laquelle vous travaillez, c'est quoi les méthodes de management? Est-ce qu'il y a un board? Est-ce que vous connaissez la rémunération de votre boss? Si vous ne la connaissez pas, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de transparence financière? Comment sont rémunérés les actionnaires? Quand votre boss il vous dit je peux t'augmenter que 5% et l'inflation elle est à 10, euh, combien toi tu t'es augmenté? Combien les actionnaires t'ont augmenté? Est-ce que la marge des actionnaires est toujours la même? Quand nous, les petites fourmis, on se prend un énorme coup avec l'inflation, etc. Et sur les entreprises, les plus petites structures, c'est avec qui j'accepte de bosser. Et ça ne veut pas dire changer sa clientèle du jour au lendemain. Moi, ça m'a pris 2 ans. Je suis parti de 0% de clients engagés à 100%. Je travaille qu'avec des structures engagées. Et ça veut dire à un moment donné, du coup, quand on fait ce travail-là, de vraiment se poser, de se dire, c'est quoi une boîte engagée pour moi? C'est quoi un client engagé? Ok, et là, il y a plein de définitions possibles. Alors moi, je suis... Donc, je veux dire, est-ce que c'est plutôt, est-ce que c'est climatique, est-ce que c'est social, est-ce que c'est environnemental, biodiversité, j'en sais rien, j'imagine que c'est ce genre de sectorisation. Moi, j'ai commencé par une définition qui était, parce que j'en avais un peu ras-le-bol il y a 2-3 ans, donc je voulais vraiment faire les choses bien. Donc, je m'engageais à travailler avec une société dont l'objet contribue à résoudre un problème climatique et social. Donc, contribuer à résoudre un des ODD. Un des objectifs de développement durable, ça peut être une approche. Voilà. En fait, c'était assez simple pour moi. Je me dis, quand je vais sur le site internet de la boîte et je lis ce qu'ils font, je me dis, waouh, c'est trop cool. Ils sont dans l'intérêt général. Ces gens-là, ils font un truc qui est vraiment utile pour la planète et pour les gens et tous les êtres vivants qui vivent dessus. Au fur et à mesure, j'ai élargi cette définition-là à et où qui est dans une dynamique d'amélioration continue sur ces sujets. Ouais. Parce que on peut avoir l'approche de je veux travailler qu'avec des boîtes qui se sont créées de base, en fait, qui ont un impact de fou dans leur raison d'être. Et il y en a plein en France, hein, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, toutes les boîtes, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Il y a un énorme marché. Alors déjà, avant d'aller utiliser celui-là, vous pouvez y aller. Mais après, si vous voulez l'élargir parce que vous avez peut-être des demandes entrantes de gens qui viennent, etc., là, vous pouvez les challenger sur ce qui est fait, en fait, sur la performance extra-financière. Voilà. Vous gagnez de l'argent, très bien, and so what? Comment vous traitez vos employés, qu'est-ce qui est fait sur la partie RSE, en fait. Et si vous voyez qu'il y a vraiment, vous avez en face des gens qui sont dans une démarche bienveillante, ouverte, et pas malsaine, et pas de greenwashing, et pas uniquement dans la communication, là, moi, je commence à me questionner et à poser des questions, à mener mon enquête un peu plus longuement sur ce qui est fait, le pourquoi du comment. Je suis pas Gandhi, donc ça m'est arrivé d'accepter au milieu de tout ça des clients de temps en temps. Alors, j'accepte pas des clients où maintenant, très très rarement, je me dis non, là, clairement, ton activité, elle me fait vomir, donc j'ai pas envie, je peux plus. Mais à des moments donnés, oui, on va devoir travailler avec des gens qui nous donnent envie de vomir de par leur activité en rapport avec nos valeurs, et c'est tout à fait OK parce que ça répond aussi à un enjeu de soutenabilité économique. Et tout à l'heure, on parlait du step by step, d'un pas à la fois. Changer sa typologie de clientèle, c'est pareil, c'est un client à la fois. Il faut pas vous mettre en danger, ça sert à rien. Faut pas passer du 0 à 100% de clients engagés. Ça prend du temps. Ça donne du baume au cœur en plus quand on le fait parce que des structures qui sont engagées, c'est trop cool. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et petit à petit. Donc pour résumer, 2 actions. Hein. Changer la manière dont vous dépensez votre argent et changer la manière dont et de qui vous l'acceptez, donc avec qui vous travaillez et donc comment vous dépensez votre temps. Et des structures engagées. Ça résonne beaucoup ce que tu dis avec ce que je vis au quotidien. J'ai l'impression de me poser énormément cette question-là. Et effectivement, c'est pas envisageable d'arrêter. Alors, j'ai pas de clients à ce stade qui me paraît mortifère ou délétère pour le climat. Mais la question que je me posais, c'est est-ce que j'ai envie de travailler uniquement pour des clients qui ont un objet social à impact, si tu veux, comme ce que tu disais, ou pas. Pour le moment, c'est pas le cas.
Et je pense pas en avoir dans mon carnet de clients à ce stade, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien développer. Et effectivement, je pense qu'il faut retravailler une offre peut-être spécifique. J'ai eu un certain nombre via The Big Shift, j'ai eu un certain nombre de demandes. Le problème, c'est qu'on me demande toujours de faire des choses que je suis pas capable de faire en étant rentable. Donc à ce moment-là, une ou deux fois, je me retrouve à faire un peu du pro bono, où je me dis c'est un objet social assez cool, je vais essayer de les aider. Et en fait derrière, c'est difficile de pouvoir demander d'être correctement rémunéré parce que eux-mêmes ont des difficultés à pouvoir nous payer pour la prestation qui est réalisée. Mais du coup, voilà, quand les potentiels clients n'ont pas forcément ces moyens-là et que derrière, je me dis, ah oui, est-ce que du coup, je les aide quand même parce que c'est cool ce qu'ils font, mais que mes clients classiques qui ne me posent aucun problème n'ont pas forcément d'objet social climatique fort, voilà, je me pose beaucoup cette question entre les deux. Ou alors, je suis peut-être sur un créneau qu'il faut complètement remodeler avec le podcast parce que ça fonctionne pas dans l'ESS ou dans les boîtes à impact, je sais pas. Ouais, là, tu parles à ma casquette de pro de LinkedIn et du pro du ciblage. C'est juste une question de masse salariale, hein, et économique et de ciblage. Du coup, si t'as des gens, si tu vas avoir des petites assos et des petites non-profit qui n'ont pas de budget, clairement, ça va être la galère d'aller proposer la même offre au même tarif. C'est pas parce que, et ça, les gens qui nous écoutent, je vous le dis, hein, c'est pas parce que vous travaillez avec l'ESS que les gens n'ont pas les moyens de payer. C'est pas parce que vous travaillez avec l'ESS qu'il faut faire du social. Non, vous pouvez facturer le même prix. Ces gens-là ont de l'argent. Ils sont sur des modèles économiques extrêmement rentables pour certaines structures. Il y a plein de startups de la Startup Nation qui sont des startups impact et qui lèvent des millions. Il n'y a pas de problème pour facturer ces gens-là. Et aussi le truc aussi que j'entends, là, ce que tu disais aussi, si tu me permets, tu me dis, est-ce que je vais travailler qu'avec? Et là, le premier truc que je me suis dit, c'est déjà, est-ce que tu en as une de structure? Et là, tu me dis non. Donc déjà, avant le avec, commençons par une. Ouais. Parce que c'est le pas, un one step un pas à la fois. Je commence avec une structure. Je vois comment ça se passe. Je vois déjà si j'arrive à me faire payer. Et je me fais payer, moi. Je travaille avec énormément de structures de l'ESS. Elles me paient et elles me paient bien. Je perds pas d'argent. Alors si je perds un peu d'argent, le seul truc que j'ai fait, ça peut vous aider aussi parce que je t'entendais déjà dire, je vais remodeler mon offre. Pourquoi changer sur votre offre? Vous adressez à un client qui est sur un autre secteur, qui est sur une autre dynamique. En fait, il n'y a pas besoin de remodeler votre offre. Et surtout, il n'y a pas besoin de faire de la RSE parfaitement pour aller adresser des gens qui en font ou des gens dont l'impact est positif dès le départ. Il y a beaucoup de gens là, ils ont le complexe de l'imposteur déjà globalement quand ils créent leur boîte. J'ai peur d'aller prospecter, tout le monde n'est pas à l'aise et j'ai peur de pas délivrer, j'ai peur de pas être au niveau. Et puis quand on est au niveau avec les clients traditionnels, avec les clients qui sont impact, j'ai peur d'être bullshit et parce que moi-même en fait je vais pas prospecter des gens qui sont impact parce que moi-même je suis pas impact. Complètement. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça et ça peut être des petites actions. Encore une fois, si vous êtes dans une approche ultra transparente sur là, je suis en train de me développer, je suis pas parfait. Et une des actions, en fait, pour moi, c'est l'entretien qu'on est en train d'avoir. Parce que je travaille pas avec habituellement avec des structures d'impact et j'ai envie de travailler avec des structures comme la vôtre parce que votre projet me fait rêver et je trouve ça intéressant. Et ça, c'est une action RSE en soi. Moi, ce que j'ai fait assez rapidement, en plus de changer mes fournisseurs et ma typologie de clientèle, c'est que j'indiquais dans mes devis un pourcentage que je reversais à des associations partenaires. Et des fois, j'ai laissé mes clients les choisir. 3,5% du devis sera reversé à. C'est une action en plus. Ça permet à votre client de faire de la RSE, éventuellement d'aller choisir une asso qui le fait kiffer en local, donc potentiellement de mettre un premier pas dans l'impact. Donc ça vous positionne aussi comme un acteur qui sensibilise à travers la presta, et ça vous permet de vous différencier par rapport à des devis similaires où derrière, on est juste là pour prendre votre argent et délivrer. Ok, super intéressant. Et il n'y a pas besoin d'être parfait. Et il n'y a pas besoin d'être parfait, je vous le dis. Et pareil à titre individuel, la montagne est haute, mais si vous restez devant, il n'y a rien qui va se passer. Un pas, faites un pas vers l'avant. Achetez votre savon, j'en sais rien, arrêtez d'acheter du liquide vaisselle, achetez du savon fait maison, faites-le vous-même, pareil pour le déo. Il y a plein de petites actions qu'on peut faire individuelles, que ce soit à la maison ou en entreprise. Il n'y a pas de petits pas. Il n'y a que des pas importants. Est-ce qu'on peut parler alors on a parlé TPE, PME, indépendant, est-ce qu'on peut parler du niveau étudiant? J'ai enregistré un épisode avec Angel Prioteo de Pour un réveil écologique qui venait tout juste de sortir d'études et de commencer à travailler. Il avait choisi de travailler dans le public. Comment est-ce que vous les accompagnez pour
pour cette transformation. C'est quoi votre attitude là-dessus? C'est exactement le même mindset et tout ce que je t'ai présenté jusqu'à présent. Les étudiants, ça reste quand même quelque chose d'expérimental. Pour nous, au moment où on enregistre ce podcast, hein, on veut se déployer dans 3 écoles l'année prochaine. Ok. En commençant par l'INSA de Strasbourg, puisque le trésorier de notre association We Hack Force s'appelle Quentin, il a 25 ans, il vient juste de sortir d'études. Et on croit et on est convaincu que les jeunes seront les ambassadeurs dans les entreprises de demain, quelle que soit leur taille. Je crois aussi que, égoïstement, c'est les plus concernés par ce qui se passe aujourd'hui en termes de climat et de montée d'inégalité sociale. On le voit avec l'inflation, là. Bon, ça va être compliqué de payer les factures, notamment d'énergie. Donc, c'est ceux qui ont le plus intérêt aujourd'hui à changer et à mettre en place des actions. Je pense aussi que tu parles pour un réveil écologique, mais il y a plein d'autres initiatives en France et on le voit de plus en plus, ça pop-up de partout, des étudiants et des vidéos. Je refuse mon diplôme. HEC, AgroParisTech, voilà, les étudiants sont de plus en plus concernés par ces sujets. Donc, on a envie de leur donner les moyens de s'armer concrètement durant leur cursus scolaire ou universitaire sur ces sujets de développement durable, en dehors de la sensibilisation uniquement, en dehors des salles de classe, pour qu'ils puissent incarner le changement et les valeurs des entreprises dans lesquelles ils voudraient travailler. Moi, je rêve que demain, avec We Hack Forest, on puisse développer 2 choses. La première, c'est un badge d'étudiant impact. Donc demain, t'es étudiant, dans ton cursus universitaire ou scolaire, tu mets en place des actions éco-responsables autour de l'intérêt général. On en a parlé juste avant. Celles qu'on a données à la banque, c'est toutes des choses qui sont applicables par les étudiants. Tu peux le mettre en avant et le valoriser sur ton CV en sortie d'études pour aller bosser justement dans les boîtes qui te font kiffer et où tu te sens aligné au niveau des valeurs et du management. Les écoles, s'il y a des personnes qui travaillent dans les écoles et qui nous écoutent, moi j'aurais peur si j'étais à votre place parce que les étudiants commencent à choisir leurs écoles comme ils choisissent leurs entreprises en sortie d'études ou en entrée d'études au niveau de l'engagement et de ce qui est proposé dans l'école sur ces sujets, à la fois dans le cursus et en dehors du cursus. Chez We Hack Force, on a une approche qui est en dehors de la salle de classe. Donc, c'est de faire vraiment agir les étudiants sur le campus par l'intermédiaire des associations étudiantes. C'est ce qu'on souhaite développer, sans nécessairement pas passer par l'école directement, qui sont bien souvent les écoles des gros mastodontes. Un peu comme les grands groupes, il y a plein de salariés, ça met du temps. Aujourd'hui, on a quand même aussi une problématique de temps et on a des tissus associatifs dans les universités, dans les écoles qui sont super développés et qu'on aimerait mobiliser et auprès desquels on aimerait mettre à disposition toute notre méthodologie d'accompagnement sur le cadrage de la démarche RSE, comprendre qu'est-ce que c'est, la sensibilisation et ensuite la partie action, tous ces contenus et ces belles fiches actions qu'on a créées, la possibilité de les valoriser et de les mettre en avant en sortie d'études et de créer du lien entre ces étudiants qui sont en quête de sens et d'un job à impact et ces TPE-PME qui aujourd'hui galèrent à recruter et galèrent à garder les gens engagés, motivés et globalement dans l'entreprise. Moi, c'est une super boucle. Merci beaucoup, Florian. Est-ce que tu as un dernier mot? Un sujet qu'on n'a pas évoqué ou une punchline dont tu n'as pas encore pu nous faire part? Oui, une belle punchline parce que non, je vais donner ma punchline et après j'aimerais parler d'un autre sujet qui me tient particulièrement à cœur qui s'appelle la fainéantisme. La fainéantisme. La punchline, c'est on ne peut pas tout faire, mais on peut tous faire quelque chose. Voilà. Donc Bien ça, posé. c'est le remède anti-excuse pour l'intérêt général. La deuxième, c'est si vous avez des enfants, moi j'en ai pas, je me projette déjà sur ce qu'ils vont me dire et c'est ce qui me motive tous les matins quand je me réveille. Je prépare ma réponse à qu'est-ce que tu as fait par rapport à la situation climatique et sociale actuelle? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on ne savait pas. Et avant de répondre à mes enfants, j'essaie de me répondre tous les matins quand je me réveille en me regardant droit dans la glace. Et c'est comme ça que je me sens aligné dans ce que je fais, dans l'action. Alors ça veut pas dire créer une asso, ça veut pas dire arrêter sa vie, ça veut pas dire faire du bénévolat pendant 2 ans comme je l'ai fait, ça veut pas dire être un bobo écolo-vegan qui va descendre en France en train. Ça veut dire faire les choses à son niveau avec les moyens qu'on a et surtout ne pas rester dans l'immobilisme. Et ça, j'en viens au deuxième sujet. On
On a eu le Covid-19 qui est resté dans la bouche de tous les Français pendant 2 ans. Je pense qu'il faudrait qu'on parle d'un truc, c'est les gens sont feignants. Voilà. Je pense qu'il faut revoir les priorités aujourd'hui par rapport aux choses qu'on fait et aux choses qui nous rendent heureux. Prenez votre emploi du temps, regardez ce que vous faites dans une journée, dans une semaine, et regardez ce qui vous apporte vraiment de la valeur. Ça n'apporte pas de la valeur. Pas beaucoup de valeur, en tout cas. Il brandit un téléphone. Pas certain que vous ayez la vidéo pour cette partie-là. Voilà, je suis en train de brandir un téléphone. La tech apporte plein de valeur, mais pas tant que ça sur certains sujets, notamment les liens humains. Je pense qu'il faut qu'on se connecte beaucoup plus les uns aux autres, et avant de se connecter les uns aux autres, à soi-même. Donc, on n'a pas parlé d'un sujet, ça pourrait être l'objet d'un autre sujet, parce qu'on parle beaucoup de RSE et d'engagement. Le sujet, je vais agir et je vais avoir la motivation pour pouvoir le faire sur le long terme, c'est déjà apprendre à se respecter soi-même et s'aimer. Et donc là, on parle plutôt de sujets de développement personnel, des sujets qui, moi, me concernent très particulièrement, des sujets sur lesquels je bosse depuis de nombreuses années que je vais continuer, et sur lesquels je vais continuer à travailler. Déjà, faire le point sur soi avant de vouloir sauver le monde. Merci pour ces mots sages, Florian. C'était super intéressant. Et j'espère que les auditeurs de The Big Shift qui sont arrivés jusque-là ne m'en tiennent pas rigueur pour cette séance de coaching particulier que j'ai eue de la part de Florian. Et que vous pourrez quand même en tirer quelque chose pour vous. C'est ça le plus important. Merci à tous et à bientôt, à la semaine prochaine. Salut Florian. À bientôt, merci. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.